Vous l'avez vu cette photo? Pas sûr, je la connais. Bonjour à tous, bienvenue ici sur notre page YouTube. On est ici à Asvan aux côtés d'une personnalité bien sûr dans le Val-de-Sang mais plus dans l'arrondissement d'Avesnes. C'est Michel Le Jacot qui nous accueille chez lui. Bonjour Michel, Bonjour Thibault. comment allez-vous? Eh ben, très bien, mais avec des petits problèmes dus à l'âge, comme l'arthrose. À mon âge, c'est normal, hein, mais bon, 86 ans? 87 ans. 87 ans Michel. 87, 87. Mais bon, je continue quand même à avoir de l'activité physique un petit peu pour me maintenir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Michel Le Jacot, voilà, en quelques secondes, vous voyez déjà la personnalité de Michel Le Jacot. Ancien maire d'Asvan, évidemment, pendant des années, vous avez été un élu important du territoire, plus de 50 ans de vie politique ici Ouais. dans l'arrondissement. Voilà, on va vous le présenter bien sûr en quelques mots, mais déjà, vous avez une histoire très particulière, mais Michel Le Jacot, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que le Val-de-Sambre a été une terre d'accueil pour vous et votre famille et vous avez progressé, vous avez vécu ici, vous avez grandi au fil du temps et puis Tout à fait. vous avez vraiment construit une vie politique également ici qui a été très importante pour le territoire. Michel Le Jacot, d'abord, est-ce que vous pouvez me raconter qui est Michel Le Jacot? Quelle est la personnalité de Michel Le Jacot? Comment vous vous présenteriez, vous? Je me présenterai comme quelqu'un de très ouvert aux autres. Quelqu'un qui aime le contact humain, qui est très triste quand il se retrouve tout seul, Ok. hein. Puisque depuis que j'ai quitté la mairie, ce qui me manque le plus, c'est le contact humain, Ouais. et les gens. Ça vous manque? Donc j'aime ce contact, j'aime aussi, être solidaire, me dévouer, participer à des actions, vers un but défini. Je suis un homme d'action, quoi. Voilà, j'aime l'action, Oui. j'aime l'action. Quand ce vide est là en ce moment et qu'on a vécu intensément ces 50 ans de vie politique, comment finalement on arrive est-ce que vous arrivez à switcher ou c'est encore compliqué? Des fois, vous allez en mairie, vous vous dites: «Bon, bah, j'aimerais bien passer du temps avec vous». Alors, je dirais que j'ai des contacts très fréquents avec, la nouvelle mairesse Marjorie que j'ai je dirais, en selle, quand j'ai décidé d'arrêter, et je vais, oui, souvent à la mairie. Ouais. Je vais souvent, à la mairie parce que bon, Et puis pourquoi je connais très bien le personnel puisque c'est moi qui ai procédé à leur embauche, et puis, ben, je m'intéresse, je demande la progression des dossiers qui sont en cours, les difficultés qui sont rencontrées, ça m'intéresse. Ouais. Je donne parfois mon avis, hein, Sur quoi? Au dernier dossier, par exemple, vous avez donné votre avis? bah, écoutez, je donne un avis, par exemple, sur, la gestion, je dirais, des services techniques de la ville. OK. Comment il faut gérer ça? Puisque au début, ça a été un peu dur pour la succession, hein. Puis d'ailleurs, vous Les avez projets les projets, il y en a un, les ateliers municipaux que j'avais déjà engagés, donc je dirais, je suis bien au courant. Le deuxième projet important, que Marjorie a géré dans son premier mandat, c'est la maison de santé, oui, qui s'achève et dont les médecins vont arriver pour la fin de l'année, hein. ça c'est bien d'avoir, ça vraiment un dossier en plus chez Club Pondérant pour l'arrondissement, hein. Clairement, la question de la santé, c'est vraiment quelque chose qui touche au plus profond les habitants et on sent des difficultés profondes. Et quand on voit des maisons de santé construites dans des petites villes comme ça, comme Asvan, ben voilà, ça rassure en même temps. Alors, nous allons avoir 2 médecins sur Aswan, un qui vient de Réquigny d'ailleurs. OK. Bon, celui-là, il était déjà dans notre secteur, et puis un tout nouveau, hein, celui qui est à l'origine du projet avec son frère qui Oui, est avec son dans, frère, oui, tout à fait. les travaux publics, le C'est ça. frère. Nous avons une kinésithérapeute qui est installée tout près OK. de cette maison de santé. Nous avons un chirurgien dentiste Mmh. tout près du rond-point de Boussoir, à l'entrée de Boussoir, et un ostéopathe qui s'est installé également dans l'ancien
salon de coiffure, puisque le coiffeur est parti. Donc ça fait Voilà. une Donc, belle offre pour une petite j'ai dit commune. bientôt, ouais, une annexe de l'hôpital de Beauvais. C'est un peu... Bon, en plus, vous êtes Mais voisins. Pour ceux qui ne connaissent pas Asvan, on n'est pas loin justement en plus de l'hôpital de Maubeuge, hein. tout à fait, Il est à tout à même fait, pas 200 hein, mètres tout à fait. à vol d'oiseau. Mais ce qui est important, c'est pas seulement que ces choses-là ne vont seulement pas profiter à Asvan, mais à tout l'environnement. Hein, quand on voit la pénurie qu'il y a de médecins et de personnel Ah, ça. soignant. Ah, Hein. clairement, on est... ouais, c'est Donc, vraiment une situation. Et puis en plus, malheureusement, c'est une situation, vous l'avez vécu vous en tant qu'élu, c'est une situation qui s'est malheureusement détériorée au tout à fil fait, du temps au niveau de l'offre, hein, je parle. tout Hein. à fait. Clairement, c'est un vrai problème. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle répond. Mais je suis très content et c'est que, je dirais, un beau projet que Marjorie Mailleux, la nouvelle mairesse, a réussi dans son premier mandat, Voilà. toute seule comme une grande. Voilà, ça. Maintenant, elle est devenue, elle a été réélue largement. Elle était d'ailleurs la aussi Oui, oui, candidate oui. pour sa réélection. Elle était toute seule. Elle a obtenu à nouveau son poste de vice-président à l'agglomération. À l'unanimité. À l'unanimité, j'ai des échos d'ailleurs de mes collègues élus que je connais, j'en connais beaucoup là, hein, Ouais. qui ont une très bonne appréciation sur elle. Ouais. Hein, très bonne. On sent que ça sera quelqu'un qui pourrait obtenir peut-être une responsabilité encore plus importante Tout à fait. dans un second temps. Les maires d'Asvan ont eu des responsabilités. Et ben, on va en reparler justement parce que vous avez, bon, bien sûr, on va vous parler de vous. Ouais. Alors, pour revenir un petit peu sur vos 50 ans de vie politique, bon, déjà, il y a une date importante pour vous, c'est l'année 1962. En fait, Michel Loujaco, il faut savoir que votre famille est arrivée d'Algérie donc à cette époque-là. Enfin, en tout cas, vous êtes arrivé à cette époque-là. À mes parents aussi. Ouais. Voilà, vos parents, en fait, sont il y a un mix. Il y a un mix entre des familles espagnoles et familles italiennes, c'est ça? Oui, oui. Nous sommes issus de l'immigration, hein, puisque du côté de ma mère, mon grand-père paternel, Jean Lopez, est venu travailler en Algérie alors qu'il était né à Almeria, dans le sud de l'Espagne, hein, à un moment où, bien sûr, le sud de l'Espagne était un secteur qui souffrait beaucoup du chômage et de la pauvreté. Il était serrurier et il est venu s'installer à Oran avec ma grand-mère qui était aussi espagnole, mais qui était, elle, déjà née en Algérie française. Ok. Hein. Et puis du côté de mon père, le grand-père, Philippe Logiaco, dont je tiens le nom, était né à Piso, en Calabre. Ok. Et Belle région, la Calabre. ouais, lui était cuisinier, voyez-vous. Ah ouais. Et il avait pris un bateau pour aller en Amérique. Ah. Hein, pas beaucoup d'Italiens qui sont partis en Amérique. Ok. Et il a fait escale en Espagne aussi, Ok. où il fait la connaissance de ma grand-mère, Logiaco, Ok. Maria Sanchez de Los Angeles, elle s'appelait. Vous voyez, je m'en souviens. Et voilà. Et alors, mon père, bien sûr, est né là-bas, en Algérie française. Ils sont des Français. Puis après, nous sommes venus derrière. Voilà. Voilà cette. J'aime bien parler de cela parce que souvent, on a catalogué les Français d'Algérie comme des colons. Oui. Et ça, c'est une idée qui est fausse. Mais oui. Nous étions 1 million environ de Français en Algérie et il y avait 200 000 colons. Alors, je ne veux pas dénigrer le travail qu'ont fait les colons, ni peut-être aussi les fautes qu'ils ont dû commettre. Voilà, Je suis tout à fait d'accord, ouais. il y a des plus et il y a des moins, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, vous avez vécu cette... Hein. Vous étiez jeune, hein, mais vous avez vécu cette transformation face à aussi la guerre, on peut dire, en Algérie. Vous avez vécu ça et clairement, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une fracture assez forte qui a été Oui. prononcée. Est-ce que votre famille en a souffert de ça, de cette fracture? Alors, elle en a souffert vraiment à la fin, parce que mon père avait une petite entreprise de conditionnement de fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on lui apportait, hein, les propriétaires apportaient leurs fruits, les oranges, les mandarines, les artichauts. Mon père les conditionnait
Et puis ça repartait sur la France. D'ailleurs, il venait souvent à Port-Ventre et tout ça pour travailler avec les transitaires. Et alors bien sûr, quand la guerre a éclaté, toute cette activité a chuté. Et bon, il en a souffert. Il en a souffert et je dirais que rentrer en France à 50 ans, en ayant tout perdu, il en est mort. Il en est mort. Il en est mort. Il est retourné quand même en Algérie après l'indépendance pour travailler. Il est revenu. Et comme nous étions tous en France, les enfants, etc., il était même venu me voir à Saint-Hilaire-sur-Elbe une fois. Parce que vous arrivez à Saint-Hilaire-sur-Elbe en Ouais. France. Et le pauvre, il en est mort. Il est mort d'un cancer, d'ailleurs, à 52 ans. Et le grand professeur qui l'avait soigné m'avait dit votre père aurait eu son cancer. Il l'aurait eu à 70 ans ou 75 ans. Mais le choc qu'il a subi avec ce transfert d'un pays à un autre comme ça, en ayant perdu son entreprise, son emploi, se retrouver sans travail Le choc ici. émotionnel était C'est un important. choc émotionnel terrible. J'ai vu mon père pleurer. Hein. C'est terrible. Et voilà, c'est eux qui en ont subi. Moi, j'étais fonctionnaire déjà. D'accord. Moi, j'avais fait l'école normale. Ok. Après le bac, j'avais fait 2 ans Professeur, non, c'est ça? instituteur. Instituteur, d'accord. Maintenant, on dit professeur d'école. À Oui, c'est l'époque, ça. on était des instits. Oui, c'est ça. Ah, bon. Instit, tout à fait. Et à l'époque, il y avait 2 ans de formation à l'école normale c'est ça. avant d'être titularisé instituteur. Donc, j'ai fait mes 2 ans d'école normale. Et mon premier poste, ça a été un poste à un petit village, enfin, oui, un petit village à 35 km d'Oran, Saint-Lucien, où je faisais classe qu'à des petits musulmans. D'accord. Voilà. C'est pour ça que quand on a mis tous les pieds noirs dans un sac avec c'est des colons, c'est des exploiteurs, etc., je m'insurge. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir la parole, comme aujourd'hui, je le dis. Hein. Nous étions des gens modestes. Et il y en avait beaucoup en Algérie. Des commerçants, des fonctionnaires. Hein. Alors, oui, les colons ont fait du mal, je sais bien. Il y a eu l'exploitation, c'est sûr. Il y a des choses qui n'étaient pas normales. D'ailleurs, la première action du maintien de l'ordre en Algérie, c'était pour protéger les récoltes des gros propriétaires. Et quel souvenir vous avez, vous, de ce pays, l'Algérie? Vous avez des flashs comme ça qui vous viennent L'Algérie d'aujourd'hui? Non, Non, d'avant. alors je vais vous le dire. J'habitais un quartier populaire qui s'appelait la Marine, parce qu'on était près du port d'Oran. La rue dans laquelle j'habitais s'appelait la rue de Gênes, où il y avait 3 communautés qui se côtoyaient. Les juifs, les catholiques et les musulmans. En bas de chez moi, où j'habitais, logement, la bonneterie en bas était tenue par un juif. À côté, il y avait le restaurant arabe, en dessous. Hein. En face, il y avait l'épicerie tenue par un musulman. Le cordonnier, qui était juif. Le bijoutier, catholique. Le coiffeur, pareil. Et on peut remonter la rue jusqu'en haut, c'était comme ça. C'était comme ça. Mixité naturelle. Quand j'ouvrais ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, je voyais le minaret. Ah, oh, il était à 200 mètres en ligne droite, là, de la grande mosquée d'Oran, qu'aujourd'hui on peut visiter. D'ailleurs, elle est très belle. Et c'est de ce minaret que tous les matins, on appelait les fidèles à la prière. Et quand je tournais ma tête à gauche, je voyais la colline de Santa Cruz, où était bâti le sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz. C'était notre bonne mère à nous, hein, qui veillait sur nous. Et quand j'allais au collège, quand je me rendais au collège, je passais devant la grande synagogue d'Oran, qui était une des plus belles, hein,
en Algérie, c'était la plus belle des synagogues. Cela, je veux dire que il y avait, c'était naturel. Ma mère, parfois, elle descendait en bas, voir, il y avait les enfants des gars du restaurant qui étaient malades, elle conseillait de prendre des médicaments, etc. Jamais eu de conflit. Jamais. J'ai passé une enfance et une adolescence heureuse. Heureuse. J'étais heureux. Il n'y a que quand je suis devenu ado, vers 17-18 ans, que la guerre a éclaté, ça m'a interpellé. J'ai commencé à réfléchir à certaines choses. Mais sinon, je vivais de façon, je dirais, innocente. C'est mon pays, je suis là, je vis là avec eux. Vous aviez le, comment dire, l'état d'esprit algérien, quoi. Enfin, vous Ah ben étiez oui, encore, l'Algérie, je l'ai dans le cœur encore. Hein. J'y suis retourné 40 ans après, en 2004, je crois. Je suis retourné à Oran. J'ai eu un accueil des plus chaleureux. Hein. Je me souviens, alors j'ai voulu aller où je suis né, à la rue de Jeanne. Et puis il y avait, à l'époque, sur le trottoir, 2 policiers qui patrouillaient, tout ça. Puis je passe, je dis salam alaikum. Ah, vous êtes d'ici? J'ai dit non, je suis pied noir, mais je suis né là, à la rue de Jeanne, au numéro 4. Et je voulais voir ma maison. On va vous accompagner, monsieur. Et ils m'ont accompagné. Et ils m'ont accompagné chez moi. et vous avez pu revoir Et j'ai revu. Ce qui m'a choqué le plus quand je suis rentré dans cet immeuble. L'immeuble appartenait à un Normand, un chic Flandeur, c'est-à-dire qu'il vendait des voiles et tout ça. Il avait un magasin près du port. En haut, c'était une voisine israélite, dont je me souviens le nom, qui n'avait pas d'enfant et qui m'avait pris à moi sous son aile. C'est avec elle que je suis allé la première fois au théâtre voir la Tartuffe de Molière, parce qu'elle était très cultivée. Ben, c'est extraordinaire quand je vous raconte ça. Je l'ai vécu. Et donc, j'en reviens en 2004, quand je rentre dans cet immeuble. Petit immeuble, il n'y avait que 2 étages. Et la première chose qui m'a fait mal, c'est la boîte aux lettres. C'est la boîte aux lettres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, il y avait pas de téléphone portable. Tous les jours, on allait voir à la boîte aux lettres les informations, les résultats du bac, les machins. Vous n'avez plus de boîte aux lettres. Voilà. Et on est allé frapper à la porte de chez moi, où je suis né. Parce qu'à l'époque, on naissait à la maison, avec une sage-femme. Hein, bon. Et le gars nous a ouvert, et il a dit, malheureusement, je ne peux pas vous faire entrer, parce que c'est le ramadan, et tout le monde dort. Mais j'ai revu quand même le hall de ma maison où je suis né, là, dans l'appartement. Ça m'a fait... hein, c'était vraiment extraordinaire. Et il y a une dame qui descend de l'escalier et qui commence à parler en arabe avec les 2 policiers. Et les policiers lui disent, c'est monsieur Lojako qui vient voir où il habitait. Oh, Madame Lojako, j'ai connu votre mère ici. Oh là là. Voilà ce que c'est. L'hospitalité est très présente là-bas. Enfin, en tout cas, les Algériens sont très accueillants. Voilà. Ouais, J'ai voulu retrouver un de mes amis qui travaillait chez mon père avec nous, Habib, il s'appelait Habib. J'ai réussi à le retrouver, parce qu'il avait de la famille en face du magasin où mon père travaillait. Hein. C'était un magasin assez important, parce qu'il y avait une machine qui lavait, qui calibrait les fruits, tout ça. Et je suis allé les voir, et oui, ils m'ont dit... et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Habib à 2h du matin, sur le front de mer. Il y a un front de mer à Oran, magnifique, qui domine la rade. Ok. On se voit, on a le même âge. Enfin bon, en 2004, on était plus jeunes. On se voit, on arrive l'un sur l'autre, sans rien dire. On s'embrasse et on se met à pleurer tous les 2. Voilà. C'est tout. Avec ça, on a tout compris. Et des choses comme ça, il y en a eu combien? Ouais. Hein? C'est
Pour vous, vous l'avez dans le Moi, je l'ai dans dans le mon... sang, Je l'ai là, ça. ouais. Je l'ai là. Alors, Habib, il me dit, Michel, et pourquoi tu ne reviens pas ici et là? Je dis, bah, écoute, j'ai toute ma vie là-bas, moi, maintenant. Euh, bah, il m'a fait cadeau. Je suis revenu avec lui, j'ai là-bas. Puis je suis revenu avec sa fille qui travaillait à Paris, qui était en fac à Paris. OK. Mais alors, on a été reçus comme des rois. Ma femme qui travaillait à la mairie d'Oran, Ouais. on est allé à la mairie. On a demandé si on pouvait visiter, rentrer, revoir les lieux. Allez-y, monsieur Dampalé. On est allé. Voilà, il y a cette continuité-là, quelques années plus tard et quand vous êtes arrivé en France en 1962, est-ce que vous avez eu, ce même sentiment, en France avec cette intégration? On parle beaucoup d'intégration là aujourd'hui et dans l'actualité. Est-ce que vous avez été bien accueillis, bien accompagnés, ce qui vous a permis derrière de construire cette vie qui vous a amené à faire, toute cette carrière politique? Alors, tout à fait. Je vais vous donner quelques détails pour vous montrer l'accueil. Hein. J'arrive donc le 4 octobre 62, par la RN2, la fameuse RN2. Il n'était pas Bon, le de voix, enfin, il est toujours pas. non, mais il y aura le contournement d'Aven. Il y a quand on demandait. À l'époque, il n'était pas encore en route. Et puis, c'est vrai, un jour d'automne, que dans le nord, le ciel est bas, il bruine. Ça ressemble un peu à notre morale, quand on arrive. On est vraiment affecté avec ma femme. Et on gare la voiture sur, pas loin à l'entrée, là où il y a peut-être le fameux restaurant, je ne sais plus comment on l'appelle là. Et on se met un peu à pleurer, on pleure. Et on pense même à dire, est-ce que je ne ferais pas autre chose et que je repars vers le sud. Je trouverai du travail, je ferai autre chose, je ne sais pas. Et ma femme, elle me remonte le moral. Elle me dit, tu verras, on va s'en sortir. On pleure 2 fois, quand on est maman. Ouais, voilà. Moi, je pleurerai qu'une fois, parce que je partirai plus. Du Nord. Et non, j'arrive à Saint-Hilaire-sur-Elbe. Je vais tout de suite voir mon directeur d'école. Malheureusement, il n'y a pas longtemps qu'il est décédé, monsieur Chievé. Et il me dit, oh, monsieur Jacou, comment que ça se fait? Il y a 2 jours qu'on vous attend. Ah, vous savez d'où je viens, monsieur Chievé? Bah, je ne sais pas. Je suis rapatrié d'Algérie. Oh, mais on ne savait pas, personne n'a rien dit. Il me dit, bon, j'ai dit, il faudrait me trouver un logement tout de suite. On est arrivé avec 2 valoches. On n'avait pas encore fait rentrer, on avait quelques affaires en Algérie, mais elles étaient restées là-bas. Donc, il me dit, je vais vous organiser un rendez-vous avec le maire, monsieur Coupillot, dont le fils a été maire après lui, Coupillot. Et alors, Coupillot, il me dit, bon, ce soir, vous allez dormir à Saint-du-Nord, à côté de la laiterie. Non, c'est pas à Dompierre-sur-Elbe. Et demain matin, on se voit. Bon. Le lendemain, je rencontre, il m'avait trouvé une petite dépendance dans une ancienne fermette qui existe toujours en face du passage à niveau. OK. Qui appartenait à des suffisait largement, quoi. qui était un fermier. Et comme on n'avait rien, la propriétaire, Madame Deken, je me rappelle de son nom, nous laisse des meubles, de la vaisselle et un feu, un charbon. Ah oui, Un feu à carbone, ça va. comme on dit. Ça va. Et puis, C'est ce qu'il fallait, quoi. et voilà. Vous êtes arrivé en hiver, en période d'hiver ou Au 4 octobre. 4 octobre? Et l'hiver a été rude cette année-là. Oula. Et puis quand l'hiver est rude ici dans l'Avesnois, c'est Attendez. compliqué. Et alors, quand je prends possession du logement, on me donne les clés avec ma femme, on ouvre la porte et puis on voit sur la table un vase avec un beau bouquet de fleurs. Ça nous a amené un rayon de soleil, L'hospitalité, par rapport à, je dirais, à la peine que nous avions. Et c'est là que j'ai bien senti, je dirais, le caractère solidaire des gens du Nord. Parce que tout ça s'est reproduit après dans les autres communes où je suis passé. Ce bouquet de fleurs, je l'ai toujours là, je le vois dans mon esprit, au milieu de la table. Il est resté gravé, ça a été le premier signe.
Voilà, ce démarrage ici, émouvant pour nous, difficile, parce que c'était très difficile, hein. Figurez-vous que j'ai commencé à travailler le 4 octobre, on ne m'a payé qu'au mois de février 63, parce que j'allais à l'académie de Lille, à l'époque il fallait une journée pour aller à Lille, hein. Entre l'aller, aller à l'académie, revenir, monsieur Ogiaco, on ne peut pas vous payer, le dossier n'est pas arrivé d'Alger. On ne sait pas votre grade, votre machin, pour faire votre salaire. Et on s'est démerdé tout seul. Ma femme a trouvé du boulot de comptabilité à la Rennes, chez Magny, un gars qui faisait de nourriture pour les animaux. Ok. Et moi, à l'école, le directeur me disait, prenez tous les élèves, je faisais l'étude surveillée. Et on a tenu le coup, comme ça. On a demandé d'aide à personne. Nos parents n'avaient pas les moyens de nous aider. Ils étaient aussi dans la mouise. Donc, on s'est démerdé. On s'est démerdé. Puis voilà, comme elle avait dit, on s'en sortira. On s'en sortira. Ouais. Voilà. Vous avez voilà, vous parlez de votre épouse, voilà, vous avez vécu ça ensemble. C'est vrai que c'est plus, le mot est peut-être un peu facile à dire, mais c'est plus facile à deux de vivre ce type Ah, d'aventure. tout à fait, oui. C'est une force d'être unis comme ça dans la difficulté. Ça vous a ouvert des portes. Ah, surtout que nous étions jeunes mariés. On s'était mariés à Oran en 61. Ah oui. On avait 1 an de mariage. Donc, ces épreuves qu'on a vécues ensemble, ça nous a soudés. Et nous fêtons aujourd'hui, Thibaut, notre 65e anniversaire de mariage. Alors là, voilà. C'est quoi alors? C'est quelle noce alors? Alors moi, j'ai déjà eu les noces d'or, les noces de diamant. Là, pour 65 ans, il n'y a rien, hein. Faut attendre, quoi. Faut voir si j'y arriverai pour l'autre. Vous voyez, et puis 65 ans, d'avoir vécu toutes ces choses, ces choses-là. Et quand vous êtes arrivé justement dans l'Avesnois, vous arrivez sur un territoire qui est comment? Il est en difficulté. Alors, quand j'arrive en 62, il n'est pas encore en difficulté. C'est un peu Puisque la crise de la sidérurgie est arrivée dans les années 70, où toutes nos usines ont fermé, Oui. hein, avec ce marasme et une suppression de Vous avez vu les âges d'or un peu d'Akers, Bah, quand je suis arrivé, il y avait au Glace de Boussois Glace de Boussois. 2800 personnes. Mhm. Hein. Et on pouvait, l'usine était riche, on pouvait donner du travail à des gens non qualifiés, hein, pour nettoyer le réfectoire, pour tout ça. Quand je demandais à un parent d'élève de venir me voir parce qu'il y avait des problèmes avec son enfant, il me disait, monsieur le Japon, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il aura 14 ans, j'irai l'inscrire à Boussois ou dans une autre. C'était la période. C'était la période. On envoyait les jeunes qui avaient des difficultés scolaires. Et les ouvriers choisissaient leur usine. C'est ça. S'ils ne se plaisaient pas là ou qu'ils avaient eu des problèmes, ils allaient ailleurs. C'était la période faste que j'ai connue. Au Maubeuge était la rue de France, il y avait des commerces partout. C'est là que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour la layette de mon fils quand il est né. Alors, mon fils, il est né à Venturel, en ancienne maternité là-bas. Oui. Hein. Et en tant qu'instituteur, par exemple, vous étiez quel type d'instituteur vous étiez comment? Alors, moi, j'étais un instituteur assez rigoureux. Ah. On me le dit encore aujourd'hui parce que mes anciens élèves, ils sont tous à la retraite maintenant. Ah oui. Alors, quand ils me voient, ils me disent « Ah, monsieur le Géco, voilà là. J'ai été toujours respecté. Mais j'aimais les enfants. Et ils sentaient que je les aimais. Et comme ils savaient que je les aimais, eux aussi me respectaient. Et ils comprenaient quand je me mettais un peu en colère. C'était la faute. C'était la faute. Voilà. Je pour mettre crois un peu que les au milieu du village. j'ai vécu, encore moi, à cette époque-là, je dirais, une belle époque où l'instituteur, l'enseignant, disons, était respecté. Où on respectait le curé, on respectait le médecin, etc. Ces choses sont en train de se perdre. Vous sentez, vous? Ah ben, on le sent. Et il suffit aussi de voir à la télé tout ce qui se passe sur tout le pays. Il n'y a plus de... Ce respect-là, il n'existe plus.
Et si on doit redresser la barre, c'est par là qu'il faut commencer. Par l'éducation. Par l'école, par l'éducation. La répression ne vient que au bout, hein. Il faut toujours. Bon, Justement, les valeurs et les enseignements et les valeurs qui vous ont dégagé de l'école, comment ça vous a servi tout au long de votre vie? d'abord, mes parents m'ont élevé toujours dans le respect des autres, dans le respect de notre pays, notre respect de la France, hein. Je dis des détails comme ça qui me viennent à l'esprit. Ma mère, le 14 juillet, elle mettait son drapeau sur la petite fenêtre. Vous voyez? Nous ne sommes pas des nationalistes, mais nous aimions notre pays, qui a accueilli mes grands-parents, hein, qui nous a permis d'être français, qui nous a éduqués, qui a fait de nous des citoyens respectables. C'est ce respect-là aujourd'hui qui manque, hein. Il faut bien se mettre dans la tête que la France est un pays laïque. Chacun peut pratiquer sa religion comme il veut, mais ce n'est pas la religion qui dicte la loi. C'est la République. Et vous me parlez de mes élèves, c'est toujours comme ça que je les ai éduqués, que je leur ai parlé de ce qu'était une école laïque et que je leur ai défini leurs droits et leurs devoirs. Hein? Tu peux être catholique, tu peux être musulman, mais tu fais ton truc. Là-bas, l'école, c'est neutre. Ici, on est tous ensemble des amis. Voilà. Et ça, je l'ai toujours défendu. Ça a été mon idéal de défendre cette école laïque, quoi, hein. Et quand vous voyez que, bon, il y a certains médias qui malheureusement profitent, et puis aussi les partis politiques qui profitent un petit peu de cette situation un peu bancale, etc. Quand vous entendez qu'il y a des élus, par exemple, des hommes politiques qui, comment dire, qui font des parallèles entre délinquance et immigration, vous réagissez comment, vous, quand c'est comme ça? Ça vous fait mal d'entendre ça? Bah, moi, je suis plutôt réaliste. Je dirais que des délinquants, il y en a aussi dans l'immigration, comme il y en a aussi ailleurs. Des Français, des Italiens, des Il Espagnols. y a quelqu'un qui évoqué le dernier fait récent de cette personne qui a violé un enfant et qui l'a tué. Mais bon, c'est pas un immigré. Hein, bon, il ne faut pas focaliser là-dessus. Sur l'immigration, moi, je vais vous donner mon point de vue. On a besoin de l'immigration. Beaucoup de secteurs économiques français le disent d'ailleurs, hein. Le MEDEF le dit, sans main-d'œuvre étrangère, on sera en difficulté. Hein. Cela n'empêche que l'immigration, quand même, doit être contrôlée et dosée. Michel Rocard, qui n'était pas quand même le dernier des derniers, a dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». C'est sûr. Ce qu'il nous faut, c'est ça, c'est pas facile, je le sais, mais faire des efforts considérables pour qu'il n'y ait que des émigrés qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler chez nous. Et il y en a beaucoup, hein. Dans ma commune, il y en a que j'en connais quelques-uns, qui vivent bien, qui sont tranquilles et qui... Vous êtes arrivé à une période où, par exemple, il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient aussi, notamment, oui, c'était les Polonais. il y avait les Polonais, derrière les bien sûr, camions les Marocains. derrière les camions d'ordures, on voyait des musulmans pour ramasser les ordures, ou dans les tranchées. On en voit moins maintenant, c'est mieux, ça va. Ça. Mais je pense qu'il faut doser cette immigration, la réguler, parce que finalement, ils sont malheureux. Ceux qui arrivent et puis qui n'ont rien. On a du mal à les loger, on a du mal à les nourrir, et puis il y en a ceux qui sont délinquants. Bon. Après, il y a le problème de la drogue, mais ça, c'est autre chose, hein. C'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger dans cette Non, il ne faut faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. chaque cas est différent un peu aussi, hein. Chacun est différent et il faut respecter. Moi, je respecte tout le monde, quelle que soit sa religion, et c'est la tolérance. C'est ça, cet effort qu'il faut faire. Maintenant, il ne faut pas se cacher non plus, je dirais, le visage. Il faut contrôler cette immigration. Il faut la contrôler de façon intelligente. Parce que les gens qu'on ne peut pas intégrer, ils sont malheureux chez nous. Et ils créent des problèmes. Bon. Après, quand ils sont fautifs, après, je prends toujours cet exemple.
le gars qui a tué 82 personnes sur la promenade des Anglais à Nice, qui était objet d'un OQTF et qui n'avait pas été, était tunisien en plus, lui, hein, et qui n'avait pas été, je dirais, Pris en charge, pris en charge par la Tunisie, ouais, hein, c'est ça. Parce que alors c'est qu'il vrai, avait été condamné et tout ça. parce que c'est vrai que les ressortissants, la Alors, France fait son travail de son côté, et puis parfois les pays qui peuvent accueillir ces délinquants, parfois refusent. mais vous voyez, tout ça, ça fait boule de neige quand C'est il y a ça. des choses comme ça qui arrivent. Ouais, ouais. Hein. Quand personne veut de vous, en fait, Après, les gens, ils disent, allez bah dans- voilà, c'est un émigré, il ne devait pas être chez nous, et puis il a tué 82 personnes. Et ça, c'est humain, hein, on peut pas. Donc, c'est pas facile, je le sais, mais il va falloir trouver, s'atteler à ça. Il faut une immigration dosée et permettre à ceux qui peuvent travailler, s'intégrer, etc., de rester avec nous. Mais d'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas, ils sont malheureux. On a du mal à les loger. Ils font des camps sauvages. Et puis, il y en a d'autres qui sont effectivement, comme partout, il y a des délinquants partout. Hein, ça, c'est sûr. Pourquoi Saint-Hilaire-sur-Elbe quand vous êtes arrivé? Alors, Pourquoi vous êtes... alors il y a, quand on est au mois de juin 62, oui, on nous a posé la question, est-ce que vous voulez continuer, rester en Algérie, servir dans la coopération ou rejoindre la France? Mhm. Moi, j'ai dit, nous rejoignons la France parce que ça devenait très dangereux. Hein. L'école où j'étais avait été plastiquée par l'OS. Un jour, on est arrivé, on a trouvé tout explosé. Hein. On se faisait contrôler sur la route par les gens de l'OS. Et puis, plusieurs fois, on a failli être pris aussi dans des manifestations musulmanes. Donc, moi, j'ai vu quand la situation était comme ça, j'ai dit, hop, on plie, on va dans notre pays, la France, qu'on aime. Et puis, on se replie en France. Et ma belle-mère avait un frère qui avait longtemps qui habitait à côté de Narbonne. Et donc, on se replie là, chez ma belle-mère à Narbonne. Et c'est là que je donne mes coordonnées et que je reçois. Je savais que j'allais travailler en France, mais là, on me dit, vous êtes affecté au département du Nord, qui était déficitaire en enseignants. Bon, Vous êtes muté dans le Nord, quoi. ouais. Alors, bon, bah, je dis, écoutez, alors ils me disent, où est-ce que vous voulez bon, je dis, moi, je sais pas, moi, mettez-moi ça m'est égal, quoi. Et ils m'ont nommé dans la Vénois. Tombé dans la Vénois. Et donc, la veille de remonter, donc, je reçois un truc, Saint-Hilaire-sur-Elbe. Vous êtes nommé à Saint-Hilaire-sur-Elbe, vous devez prendre votre fonction. Le soir, j'étais avec mon beau-frère là-bas, tout ça. Et puis, on va boire un coup au café. On dit, tiens, Michel, tu t'envoies demain dans le Nord, voilà, les ch'tis. Là, bon. Et puis, la bonne femme du café, elle nous entend parler. Hein? Où est-ce que vous allez? Bah, j'ai dit, dans la Vénois. Oh, vous allez voir, monsieur, c'est très bien. C'est la petite Suisse du Nord. Vous allez voir, vous allez vous plaire. Vous avez été bien intégré, vous avez Ah ouais, réussi ouais. à Je voulais- progresser, vous avez grandi en France, vous avez grandi en tant J'ai qu'habitant vécu en France. 23 ans en Algérie. Et Mon ouais, père, il laissait la voiture dans la rue toutes les il n'a jamais brûlé la voiture. Hein. voilà, c'est ça. Jamais. On n'est même pas rayés. Hein. On s'entendait. Alors, je ne dis pas, en disant ça, je ne dis pas qu'il y avait peut-être certaines inégalités. Hein. D'ailleurs, les gouvernements de la 4e République sont responsables grandement de ce qui s'est passé en Algérie. Hein. Notamment après la Seconde Guerre mondiale, où ils ont refusé des droits que réclamaient les Algériens. Et après, vous êtes battu pour la France. Après s'être battu pour la France. Hein. D'ailleurs, il y a eu un ministre récemment qui est allé déposer une gerbe à Constantine à l'occasion de ces événements, car bien sûr, il y a eu des massacres à la suite de ça d'Européens, mais il y en a eu aussi de l'autre côté pareil. Bon. Donc, les gouvernements de la 4e République ont été incapables de se sortir de là. Mitterrand était ministre de l'Intérieur à l'époque. Hein. Il a fait zigouiller je ne sais pas combien de gars du FLN hein, à l'époque. Après, il a fait voter l'abolition de peine de mort. C'était bien.
Il a évolué. Bon, justement, alors on va parler de l'homme politique parce que donc vous entrez en politique en 1971. Non, pas en 71. Je vais vous raconter mon entrée en politique. Plus jeune encore? Plus Non. Non, moi je ne faisais pas de politique. En Algérie, j'ai été affecté à aucun parti, Ok. rien. L'homme qui m'a engagé en politique s'appelle Pierre Bérégovoy. Ok. Voilà. Ah oui, À l'époque, je j'étais... vous mets une photo. Ouais, à l'époque, j'étais j'étais directeur d'école à Asvan. Ok. Quand Bérégovoy arrive en 74 à Maubeuge, Mhm. il est délégué par le Parti socialiste à Maubeuge pour viser la mairie de Maubeuge, au municipal, Ok. dont le maire était Pierre Fauré, Ah oui, docteur, l'illustre Pierre. l'illustre Pierre Fauré. Hein. Où d'ailleurs, bon, il y a eu des erreurs de la part de Bérégovoy, qu'il n'a pas commises après un Nevers. Et je rencontre, Bérégovoy faisait la tournée des popotes, bien sûr, hein, et puis il venait voir les enseignants, quoi. Et puis il vient, on se rencontre dans une réunion, et on commence à parler comme je parle avec vous, de l'Algérie, de l'indépendance, de tout ça, de mon arrivée, tout ça. Il me dit, Michel, tu as ta place avec nous. Il faut venir avec nous au Parti socialiste. Et je prends ma carte en 1976. 76. Ok. Et en 77, Vous prenez la je succession. suis élu à Asvan, maire, dans une liste. Alors, vous voyez, une liste où il y a des socialistes, des communistes et des divers droites. D'accord. Je succède à André Dehaene. Un peu avant, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Asvan? J'arrive à Asvan en 68. Parce que après Saint-Hilaire-sur-Elpe, j'ai fait mon service militaire. Hein. Et en sortant du service militaire, comme c'était en milieu d'année, l'inspecteur de l'époque, il me dit, Logiaco, tous les postes sont pourvus, je vais vous mettre à la place d'un remplaçant. Et il me met à Willy, Oui. à côté du Val-Joli. Alors pour situer un peu pour les gens qui ne connaissent pas, Azon c'est ici, Willy c'est en bas, c'est Chute d'Avenois. C'est ça. C'est dans la petite Suisse du Nord. La C'est petite près d'être Suisse du Nord. sauvage, près du Val-Joli. La pour ceux qui petite situent Suisse un du peu. Nord. Ouais. Un très Magnifique. bel endroit où vous pouvez venir, vous serez ravis. Et puis j'arrive là en cours d'année, l'inspecteur me rappelle, parce que je dépendais d'Avesnes, Marambourg, et puis Jaco, vous restez là jusqu'à la fin de l'année, après vous demandez votre changement, et puis voilà quoi. Bon, et j'arrive là, puis je suis resté 1 an et demi, parce que j'ai découvert la nature. Moi j'étais un citadin. J'ai découvert la nature. Ce paysage de bocage, de l'Avesnois. Magnifique, la nature. Alors j'avais que des enfants de petits fermiers. Et je me suis lié d'amitié avec un fermier, dont les enfants sont majeurs maintenant, et ils me présentent les vœux tous les ans, etc. Et puis le jeudi, à l'époque, c'était le congé hebdomadaire à l'école. J'allais à la ferme avec lui. J'ai tout fait à la ferme. Il m'a fait traire, il m'a fait faire les vélages, et j'ai fait les foires. J'ai donné à boire au veau. Ça c'est une gymnastique, donner à boire au veau. Et Michel, on est devenus des grands amis. Lui, il est devenu parrain de ma fille, moi je suis devenu parrain de son fils. C'est encore une intégration, ça. On peut faire un parallèle entre l'Algérie et justement le bocage avesnois. Vous connaissiez le désert en Algérie, là vous connaissez le désert vert de l'Avesnois, quoi. Oui. Oran, c'était pas tout à fait le désert, parce que bon, il y avait la mer à côté. Hein, mais on avait des coups de sirocco. Ouais. Avec le sable et tout ça, ouais, ça, c'est sûr. Ah oui, c'était magnifique. C'était magnifique. L'Avesnois, pour moi, puis alors le travail des fermiers. Aujourd'hui, quand je les entends râler et tout ça, je les comprends. Parce que je l'ai fait le boulot avec eux. Et ça me plaisait, hein. On avait une caravane à l'époque, et puis alors avec ma femme et nos enfants qui étaient petits, on allait là-bas à la ferme, on mettait notre caravane, et pendant 10-12 jours, je fais les foins avec lui. À l'époque, il fallait aller à la fourche, hein, parce qu'il avait juste une machine qui faisait les gerbes, et nous, à la fourche, on chargeait le tracteur. Et puis après, je ramenais le tracteur à la ferme. Et puis à la fin, on faisait un bon repas. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie qu'à la ferme. Ah oui. Pourtant, j'en ai fait des restaurants après, quand j'ai été élu là. Mais les plus beaux repas que j'ai faits,
c'est à Willy, à la ferme. D'ailleurs, Et bon c'est... resto là-bas. Ouais, et puis alors, attention, hein, parce que vous avez chaque fois, c'est doublé. Hein. Les orders sont Il y a une bonne doublés. Là. filetterie hein, en ce moment à Louis. Je vous invite à aller Où manger une petite frite à Willy là. Ah bah, je connais. Oui, oui, je sais. C'est Willy's Frites d'ailleurs, ça s'appelle. Mon gendre va fêter son anniversaire, il fait 50 ans, à Eppe-Sauvage, dans un petit bistrot, où il a invité 40 personnes, parce qu'il est musicien aussi. Il est prof de gym à Ferrer-la-Grande. Ma fille est prof d'anglais, c'est sa femme. Et il fait son anniversaire là-bas. On va manger une tarte au maroilles. On est 40. Et il vient avec son orchestre, ils vont faire de la musique. Ma fille elle adore le Vénois. Elle adore la Vénois. Parce elle est prof, elle a passé le CAPES et tout ça. Et au début, elle était, je dirais, dans la métropole lilloise. Et un jour, elle m'a appelé en me disant: «Papa, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens dans la Vénois.» Et elle a, depuis, il y a maintenant pratiquement 30 ans qu'elle est là. Et elle est amoureuse de la Vénois. Ah oui, oui. Justement, quand vous avez succédé donc à Asvan, déjà quand on vous met voilà, l'écharpe de maire, etc., quelle émotion ça vous a apporté? Parce que forcément, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est une grosse responsabilité, même si Asvan, Asvan est une ville importante du Val-de-Saône. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez senti le Ah poids de la responsabilité? Est-ce que ça a été difficile au début? Non, 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 la responsabilité ne m'a pas fait peur. Non, la responsabilité, pas du tout. Une immense joie teintée d'émotion. Une immense joie teintée d'émotion. Comment moi, le petit pied noir arrivé d'Asvan, arrive ici dans le nord de la France et quelque temps après se fait élire maire par la population. Alors, en 77, on avait 3 listes. Hein. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y a plus de candidats. Mais j'avais fait 53%, je crois. Avec Vous avez été élu dès le premier tour? au premier tour. Non, au deuxième tour, il y avait ballotage. Mais après, ça a été... en 83, donc 6 ans après, le maire que j'avais battu se représente aussi, bien sûr. Là, je fais 80%. Lui, 20%. Après, il s'est suivi des scrutins comme Marjorie, où j'avais plus personne en face. Et mon dernier mandat, donc en 2014, puisque j'ai terminé en 2020, hein, après la dernière élection, avec une liste d'opposition, j'ai fait 70%. Donc j'ai dit, bon, c'est bien, je m'en vais la tête haute, quoi. Hein. Donc il y avait, je dirais, une émotion, parce que je me disais, tu n'étais pas destiné à ce destin. Tu n'étais pas au départ, qu'est-ce qu'on s'était dit? On va faire quelques années dans le nord et puis on va essayer de rapprocher le sud pour aller vers la famille. Toute la famille était dans le sud. Hein? Enfin, les parents de ma femme. Mais les biens, ils étaient du côté de Fontainebleau, là, de Paris. Alors, on disait, tiens, dans quelques temps, on va avoir un peu de bouteille, on va avoir la chance, on va y aller, quoi. Et puis, arrivé ici, à Aswan, tout a été... Je rencontre Bérégovoy, je gagne les élections. Tout de suite après les élections, avec Bérégovoy qui gérait quand même les affaires avec le Parti communiste à l'époque, tout ça, parce que le syndicat de l'époque, c'était le SIPS, syndicat intercommunal du bassin de la Sambre. C'était la seule intercommunalité présidée par Pierre Fauré. Mais en 77, il y a une marée de gauche qui passe, partout. Remont, Louvroy, Maubeuge, Ferrer-la-Petite, Réquigny. Et la gauche majoritaire, c'est donc le Parti communiste qui prend la direction du SIPS avec Jean-Claude Fontenelle. Ok. Et Bernard Baudou, à l'époque, était déjà avec Jean-Claude Fontenelle dans ce syndicat, avec moi. Hein, c'est là que j'ai fait la connaissance de Bernard. Ben, même Baudou, je l'ai connu avant. Bernard Baudou, j'ai connu même avant, quand j'étais délégué de la commune d'Aswan au SIPS. Michel Augeco, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un
un maire qui a été voilà, très reconnu dans le Val-de-Sambre pendant toutes ces années. Et notamment, vous avez présidé une structure qui est quand même assez importante sur le territoire, qui est devenue aujourd'hui Sambre Mobilité, qui s'appelle le Syndicat Mixte des Transports, de 89 à 2014. Donc, vous avez participé voilà, à l'élaboration de ce réseau de transport Tout à fait, urbain, notamment la avec l'axe prioritaire. avec axe prioritaire. Comment on arrive à cette responsabilité et Donc en 77, le syndicat, c'est la seule intercommunalité, hein. Et d'ailleurs, c'était un syndicat intercommunal, un des plus importants du Nord, Ok. hein, par le nombre de communes. Mhm. Et donc, présidence de Jean-Claude Fontenelle, bien sûr. Mais moi, je prends déjà des responsabilités dans l'accord qu'on avait avec Pierre Bérégovoy et tout ça. Je suis président de la commission des finances du fameux CIPS et aussi trésorier de l'agence d'urbanisme avec Umberto Battiste, mon collègue de Gemont. Ouais. Et puis, tout se déroule comme ça. Bon, là, c'était de 77. Les choses évoluent. Je deviens aussi vice-président du syndicat intercommunal. Et Jean-Claude Fontenelle décède en décembre 88. Il décède d'ailleurs en Allemagne de l'Est. Il avait déjà fait un AVC, mais là, il décède. Il décède, et c'est Pierre Briat qui le remplace, qui est élu président, mais ouais, il était maire de Loire et Bernard était son premier adjoint. C'est ça. Et les élections municipales arrivent tout de suite après. Ah oui. Briat est élu en début d'année, mais au mois de mai, on renouvelle le CIPS. Et c'est là que je deviens président, en 89. Je deviens président, là. Je suis candidat, soutenu à l'époque par mes amis Umberto Battiste et Alain Carpentier, qui était maire de Maubeuge à l'époque. Ça veut dire que durant ces 10 ans, notamment en tant que maire d'Asvan, on vous avait montré que vous étiez capable de bâtir des choses pour le territoire. Ah oui, oui, oui. Alors, quand j'arrive à la présidence du CIPS, c'est la seule intercommunalité, et à l'époque, on possède 80% des compétences qu'a aujourd'hui l'agglo. On a l'eau, on a l'assainissement, on a les déchets, la collecte, l'incinération, même le développement culturel et économique par des contrats particuliers. Conan, par exemple, celui qui s'occupe des nuits secrètes, c'est moi qui l'ai embauché d'abord au CIPS quand on développait le volet culturel. Hein, avec c'est bien sûr Bernard qui m'avait proposé sa candidature à l'époque. Hein. Et alors, voilà, un boulot énorme, quoi. Hein. Et la législation évolue. Il y a une communauté de communes qui se crée à l'époque, dont le président avait été Jean-Claude Decagny et Bernard Baudou. Ils avaient fait 3 ans. Tic, tic, tic. Il y avait eu encore un accord. Et puis, après arrive l'agglo. L'agglo se crée. Alors, à partir du moment où l'agglo se crée, légalement, le CIPS a été dépouillé de ses compétences, puisque c'est l'agglomération qui devait les prendre. Et tout doucement, ils ont pris l'eau, l'assainissement, le gaz, tout ça. Hein. Les déchets, non. Les déchets, ça avait été un syndicat qui avait été créé, le SMIA, présidé aussi par Jean-Claude Decagny, qui gérait les déchets. Et il est resté que le transport. Pourquoi ? Parce que le transport est une compétence de l'agglomération, ne l'oublions pas. Pourquoi il y a un syndicat qui est demeuré ? Parce que nous avons 2 partenaires au syndicat qui ne sont pas de l'agglo. C'est Hargny et la Longueville. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que le syndicat persiste aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si ces 2 communes-là n'étaient pas là, c'est l'agglo qui aurait la compétence transport. Ouais. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes a fait des petites observations là-dessus. Hein. Mais enfin, ça, c'est l'histoire. Hein. Voilà pourquoi, à la fin, je suis resté un homme dépouillé, dépouillé de mes compétences, mais j'avais quand même la compétence transport, qui est une compétence extrêmement importante pour le territoire. Qu'est-ce qui vous a... Alors, justement ça. comment ? Qu'est-ce que ça vous a apporté justement ça ?
Bah, écoutez, ça m'a apporté énormément de connaissances aussi parce qu'on apprend toujours. On apprend, on apprend. Et les transports sont quand même, c'est une compétence structurante qui est extrêmement importante pour l'agglomération. Et alors, on a eu ce projet à l'époque qualifié de fabuleux, l'axe prioritaire des autobus qui s'appelle Via Ville aujourd'hui. Oui, ouais. Parce que ça a duré de 80 à 96, on a pris la décision de réaliser et on l'a inauguré en 2016, je crois, ou oui, un truc comme ça. Enfin, on a mis 12 ans pour le faire, hein, parce que c'était un projet qui était contesté à l'époque. J'avais pris mon bâton de pèlerin pour aller dans toutes les communes prêcher avec Bernard Baudou les bienfaits d'un tel projet. Hein. Les gens, ouais, c'est trop grand pour nous, on est une petite agglomération, etc. Bon, finalement, après moult, je dirais, volte-face, hein, parce qu'il s'est appelé 2001, hein, avant le projet, et puis après, ça a été Via-Ville. Puis après, il y avait des tracés. Quand M. Jean-Claude Decagny était président, on était tombé d'accord sur un tracé. Ça y est, c'était OK. Pauvre est élu. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord sur le tracé. Nous, voilà reparti pour 3-4 ans de discussion pour un nouveau tracé, qui n'était pas inintéressant, puisque Rémi Pauvros souhaitait que le TCSP passe par la gare. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'on a perdu du temps. C'était quand même, essentiel. Ouais. Alors, il s'agissait bien sûr de mettre des bus, je dirais, sur une route qui leur est réservée et avec une priorité à tous les carrefours. Hein, ce qui est effectif avec les feux que vous pouvez constater. Ça pouvait diminuer le temps de parcours. Hein. Ça pouvait également donc améliorer la ponctualité, hein, également. Hein. Et puis, ça pouvait inciter les gens aussi à prendre plus les transports en commun que la voiture. Hein. Donc voilà comment est né ce grand projet, quand même 70 millions, hein, ce projet. On a obtenu quand même 40 millions de subventions. Le FEDER, et le FEDER, État, département, région, et puis la collectivité qui a participé aussi. Oui, alors c'est vrai que quand on avait vu, on avait fait j'avais fait un reportage à l'époque avec vous sur la transformation du pôle gare là, qui a été effectuée là, sur Maubeuge. Et quand il y avait eu certaines réactions de syndicats, évidemment, c'était oui, Michel Jacot était président de ce syndicat, mais qu'est-ce qu'il a fait durant cette période, etc. Quand vous entendez ça, quand vous lisez ça, est-ce que ça vous fait mal au cœur d'entendre Oui, ça fait mal au cœur, parce que on a fait quand même un projet structurant pour notre territoire. Et alors, autant de difficultés on avait à l'époque, aujourd'hui, il y a des demandes pour étendre ce concept. Tout à fait. Vous voyez? Donc, on était dans le vrai. Ouais. On était dans le vrai. Hein. Alors, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec Bernard Baudou, qui est aussi un féru de transport, hein, vous le savez. On a bien travaillé à deux. On a équipé ce réseau avec des bus à haut niveau de service. Ce sont en quelque sorte, c'est le tramway, mais un peu meilleur marché, quoi, disons. Hein. Voilà, il n'est pas sur rail. Mais ces bus-là sont des bus modernes. Hein. On a investi 20 millions d'achats de bus pour quand on a lancé le réseau. Hein. Donc, on a quand même bien travaillé. Hein. Ouais. Hein. Et quand j'ai quitté la présidence du syndicat, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des Corses, c'était clean. Il n'y avait pas d'alerte. Tout marchait bien. Hein. Donc, j'en suis parti avec la tête haute. Si je suis resté, une fois que le CIPS a été dépouillé de ses compétences, de par la loi d'ailleurs, hein, ce n'est pas une volonté particulière de quelqu'un, c'est la loi. On a créé des agglomérations, c'est pour ça. S'il n'y avait pas eu ces deux communes-là, j'aurais dit salut les gars. Parce qu'il y a ces deux communes qui sont là et qui justifient
ce syndicat encore aujourd'hui, hein. Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, le syndicat, on sent qu'il a une, bah là, sans Sombre mobilité mobilité. maintenant, ça quand même, ça devient essentiel pour les gens. Et puis là, Ah oui, les puis il y a eu des enfants sont encore en progrès, il plus y a là, hein. des progrès qui sont faits, Là, il y a des des innovations, avancées là, le bus importantes avec électrique, et cetera. Benoît Courtin, qui est un garçon que je connais très bien parce qu'il a travaillé déjà pour moi, etc. C'est un garçon intelligent, sérieux et qui fait de bonnes choses, il faut le reconnaître. D'ailleurs, il a été reconduit comme président. C'est ça. Hein. L'humilité de. Dans le fond, quand quelqu'un travaille bien, les gens le reconnaissent. Hein. Il suffit pas seulement de se baser sur les étiquettes politiques. Moi, je dis, c'est la valeur des gens qui compte avant tout. C'est ça. Hein. Dans ce conseil municipal que j'ai présidé pendant 43 ans, plus 9 ans conseiller municipal, ça faisait presque un demi-siècle, quoi, 49 ans. J'avais des gens, des communistes, des socialistes, des gens qui n'étaient pas adhérents à un parti, ni rien, mais c'était des gens compétents, qui travaillaient avec nous, hein, et qui étaient très positifs dans leur action. Et c'est ce qu'il faut rechercher dans une commune. Que demandent les Français quand ils voient ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Ils disent, purée, ils ne peuvent pas s'entendre. Eh ben nous, on l'a fait en petite, je dirais à petite échelle, je l'ai fait à Asvan. On s'est entendu. Et on était communistes, socialistes et tendance de droite ou sans étiquette, mais on a travaillé ensemble. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais été contesté pendant 43 ans à mon poste de maire. C'est donc que quand on a la volonté d'unir les compétences, quelles que soient nos étiquettes politiques, c'est une bonne chose, surtout quand on travaille pour un territoire. Sur le plan national, c'est différent parce que chaque parti a son programme. C'est pas pareil. Mais ici, on travaille tous pour le territoire. Et justement, vous parlez justement de relations entre la population et les élus, les hommes politiques, et cetera. Vous sentez aujourd'hui vraiment pas une fracture, mais une certaine distance maintenant. On sent beaucoup plus bon, il y a beaucoup d'attentes évidemment. Les réseaux sociaux aussi beaucoup bousculé un peu certaines lignes, et cetera. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez une crainte par rapport à cette fonction? Parce qu'aujourd'hui, devenir maire aujourd'hui, c'est pas facile, hein. Ah non, c'est On pas a facile. on a vu des communes qui avaient quand même des difficultés à avoir des candidats. Il y a beaucoup de communes où il n'y a eu qu'une liste, quoi. C'est ça. Et est-ce que pour vous, c'est embêtant pour l'intérêt de la fonction de maire? Ah ben bien sûr, parce que moins il y aura de candidats, comment seront gérées les communes? À la limite, quand il n'y a pas de maire, c'est 2 fonctionnaires qui viennent et qui simplement gèrent budgétairement, hein, les achats et et les dépenses, c'est tout. Non, il faut des gens engagés, c'est sûr. Des gens engagés, mais des gens toujours proches aussi de la population. Hein. Moi, quand j'étais maire, je tenais une permanence toutes les semaines. Je l'ai fait pendant 43 ans, jusqu'au bout. Et les gens venaient me voir. Alors bien sûr, bon, des fois, ils venaient me voir pour dire: «Eh ben, mon voisin, il veut pas couper les branches de ce arbre ici». Bon, attends, on va arranger l'affaire, hein. On va aller demain, on va aller voir ça et c'est peu de choses, c'est pas important, mais pour les gens, C'est un oui. service à la population. Pour les gens, oui. Ouais. Bon, dans une commune, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir le maire. Même si c'est pas sa compétence, mais on va le voir. Il y en a même qui venaient me confier Il reste important leurs ce problèmes rôle-là. conjugaux, Ouais, hein. il Oui! reste important, même plus encore important aujourd'hui. Des gens qui venaient me dire, «Je suis malheureux, avec mon mari, il fait ci, il fait là» ou l'inverse, ils venaient se confier. On peut donner des conseils, après on devient conseiller conjugal. Ouais, bah, en tout cas, voilà, ça reste un. Moi, ça a été mon point fort. Ouais. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme ouvert à la discussion, je ne suis pas sectaire et j'aime le contact humain. Voilà. Donc ça a dû être compliqué d'arrêter du coup. Alors, je vais vous dire, j'ai été satisfait pour certaines choses, parce qu'il y a beaucoup d'obligations. Quand vous fêtez l'anniversaire d'un enfant, ceci, cela, il faut voir si tu es pas invité au banquet du football, si tu es pas au ping-pong, si tu es pas: «Ah papa, comment est-ce qu'on» alors et puis il y a la répétition, hein. Toutes les cérémonies, commémoratives, les assemblées générales. On a quand même ici dans la commune 22 associations, hein.
Quand j'ai été élu maire, il y en avait 4. J'ai développé le monde associatif. Parce que le monde associatif, si vous voulez, est un rouage de la démocratie. Par la vie associative remonte aux élus un tas de doléances de la population. C'est ça. Hein? Ça, c'est très bien. Bon, Marjorie, Ça- maintenant, elle fait des réunions de quartier, c'est très bien aussi. C'est un peu, j'en profite pour évoquer Sambre Amena TV, hein, ce que j'ai créé. Ça se veut comme ça, c'est donner la parole un peu à tout le monde. Cette liberté aussi qu'on a tous à échanger sur une actualité, même si on n'est pas forcément d'accord sur le fond parfois. Non, mais C'est essentiel en fait aujourd'hui. Je trouve qu'il y a vraiment, on vit une période un peu, on est un peu entre deux eaux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'exercice démocratique, donner la parole comme ça, c'est essentiel c'est pour le important. vivre ensemble. C'est important. Ouais, vivre Ça, ensemble. Parler de vivre ensemble. Benjamin avant d'être député, il avait créé ce qu'on appelle le conseil de développement, qui était le contact avec la population. Il m'avait même désigné comme président à l'époque. Et quand il est parti, tout s'est éteint. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me dire... enfin, moi, j'ai dû arrêter parce que ma femme avait eu des problèmes. Elle avait eu une hémorragie cérébrale, tout ça. Donc, le soir, elle ne veut pas que je rentre trop tard. Donc, mais il y a des gens qui sont venus me voir et qui ont dit pourquoi vous arrêtez le conseil de développement? Parce qu'on avait des débats sur tout. Sur les déchets, sur... aujourd'hui, ça aurait Réveiller la situation à Salmagne. Aujourd'hui, bon... Ah oui. Ben, bon, la Salmagne, ben oui, Salmagne, ça a choqué. Ça a choqué la population, parce que ça fait partie de la mémoire, ça, la Salmagne ici. Seulement, il faut voir aussi, du côté de l'agglo, l'intérêt de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit guider l'agglo, en priorité, c'est le développement économique. On ne les a pas récupérés, les emplois qu'on a perdus, non, pas beaucoup, parce qu'on a créé Grévo-les-Guides. Mais en Grévo-les-Guides, vous avez beaucoup d'entreprises. Mais c'est des entreprises qui existaient déjà sur le territoire. Elles se sont déplacées pour plus de commodité. Ce qu'il faudrait, c'est un grand boom pour relancer les choses. Alors, l'État C'est vrai qu'aujourd'hui, la population ici se demande est-ce que c'est pas trop ambitieux en fait de se consacrer à un dossier comme ça? Alors, si une entreprise venait créer 1000 emplois, hein, moi, je signe tout de suite. Hein. oui. Et est-ce que c'est encore possible d'avoir ce type de grand projet comme ça aujourd'hui? Alors, oui, c'est possible, mais bon, on avait parlé, par exemple, de construction d'usines de batteries. Ouais, mais elles se sont déjà installées, hein, On le voit à Dunkerque, Dunkerque avait anticipé peut-être ce développement-là. Il y a Dunkerque, et puis je ne sais plus, il y a un autre place là, où elles se sont installées aussi À à Douai, Douai. autour de Douai. Douai, hein. Ouais. Alors, ça m'étonnerait qu'il y en ait une qui vienne s'installer ici. Hein. Enfin, Ça a été en discussion. Maintenant, aujourd'hui, après, un data center, à mon avis, il faut pas. Ça ne crée pas ça ne crée d'emploi. pas d'emploi, oui, c'est Ça ça. ne crée pas C'est ça le d'emploi. problème. Alors, ça bouffe extrêmement d'eau et d'électricité. C'est ça. Hein, bon. Ou alors une industrie lourde, mais décarbonée. Décarbonée. Hein. Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement ce mix en gardant les activités de la Salmagne actuellement avec l'arrivée d'entreprises en complément de ce qui se passe à la Salmagne? Parce qu'il y a une activité quand même là-bas. Il y a quand même des chambres d'entreprise qui sont là-bas. Bon, de toute façon, les discussions sont encore en cours. Tout est encore. D'ailleurs, récemment, Arnaud Decani, dans La Voix du Nord, évoquait ce dossier. Vous l'avez lu comme moi, je pense. C'était lui aussi. Et il disait qu'aujourd'hui, on est sur la même tendance. C'est-à-dire que seule une entreprise qui peut accueillir, qui peut créer plus de 1000 emplois, C'est ça. sera acceptée. Voilà. Tout à fait. C'est la tendance. Enfin, en tout cas, c'est le dit. Mais il faut informer la population. Hein. Je ne citerai pas le nom de celui avec qui j'ai discuté, qui me disait moi, s'il y a un projet comme ça, je le détaille, je l'explique et je le soumets à un référendum dans les communes de l'agglo. C'est dangereux. Je pense savoir. C'est dangereux. Je pense savoir qui vous a dit ça. C'est dangereux. Parce que les référendums, je dirais, parfois ne vont pas dans le bon sens. Hein, après, parce que c'est vrai, s'il y a une entreprise qui arrive avec 1000, 1500 emplois, bon.
pour pas trahir de secret, cette personne On la citera pas, on la citera qu'on la pas. citera pas, a été interrogée dans le cadre comment dire, des interviews autour des municipales 2026. Je vais pas te citer la ville. Bon, Mais est-ce qu'on bon, connaîtra? les référendums, c'est dangereux parce que c'est vrai que ça peut peut-être parfois aller contre l'intérêt général, hein. Là, bon, comme vous dites, il y a des petites activités, mais c'est des petites activités. Si c'était un projet de 1000 ou 1500 emplois, c'est rien ce qu'il y a. En tout cas, l'État a comment dire, l'agglomération a fait le travail justement pour que l'État ait Ah oui, ce dossier, enfin ce terrain en tête, si jamais une implantation pourrait la advenir. Salmagne est dans un catalogue C'est ça, national c'est à ça, la disposition des entreprises ça. qui veulent s'installer en France. Exactement. Alors on m'a dit, oui, mais pourquoi ils ne vont pas s'installer sur les friches? Mais il y a une superficie qui est imposée. Mhm. Ici, c'est 85 hectares, je C'est ça, crois. c'est ça. Donc, ils ne peuvent pas Sans proposer. toucher aux terres agricoles autour. Ouais. Voilà. Alors, ouais, c'est à les terres agricoles. Bon, écoutez, tout de suite, il y a des analyses en cours, hein. Elles Mhm. n'ont pas encore révélé leurs résultats. Donc, attendons. Mais je comprends les personnes. Hein, je vous parlais des agriculteurs, tout ça qui sont là autour. On leur dit, wow, ils sont choqués, les mecs, Bien c'est sûr, sûr. bien sûr. Et même la population. Mais d'un autre côté, il faut analyser aussi, je dirais, la position de l'agglomération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est de l'emploi. Mhm. Parce que là, on chute encore, hein. Malheureusement. Hein. Regardez les glaces de Boussoir, c'est fermé. Mhm. Bon, ici, Graham, ils ont Oui, simplement alors, déménagé. pour situer un peu, on se trouve dans un quartier ici à Azouan, à quelques pas de Graham Packaging, qui a été une entreprise très connue ici sur Ouais. Azouan, qui a déménagé à Feni, qui se trouve Oui, sur la zone ça d'activité. ne change pas, il n'y a pas de chômage. Non, non. L'agglo ne Ils perd ont, pas de d'ailleurs, taxes. je crois ils peuvent se développer grâce à ça, en Oui, fait, hein. oui. Il y a Mais plus là, et moyen en plus, de l'agglo plus ne en perd recruter. pas de taxes non C'est plus. ça. Rien. Et vous avez, on peut en citer d'autres, Citroën, Peugeot, tout ça, c'est quoi? C'est des transferts. Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a que Ménissier. Il Ménissier, reste c'est moi qui ai commencé à aménager Grévoux-les-Guides quand j'étais au syndicat intercommunal. Ok. Il n'y avait pas d'agglo encore. Les lampadaires et tout ça, Ménissier, c'est moi qui ai installé. J'ai fait l'inauguration chez Ménissier, le discours chez Ménissier, avec le papa. Il y a un monde, quand on a commencé à aménager la zone, et après l'agglo a continué, bien sûr. Ouais. Servet, par exemple, c'est aussi un transfert. Oui. Hein? Bon, Et alors, justement, quand je vous écoute, ça veut dire que bon, vous êtes en retrait de la vie de la vie publique, j'ai envie de dire, en tant que maire, etc. Mais on vous sollicite quand même, hein, pour donner votre avis. Vous donnez, enfin, des fois, on vous appelle au MIGEC, qu'est-ce que tu en penses, etc. sur ça. Est-ce que c'est le cas ou notamment au niveau de l'agglomération, voilà, parce que bon, forcément, vous avez le il y recul en a un. par rapport au territoire. Il y en a un qui vient me demander mon avis. Ok. On va pas le citer. Ouais, ouais. Hein? Non? Ouais. Non, non, mais Ah bah, ça y est, ça fait ça veut dire que vous comptez encore, quoi. oui. Même Marjorie aussi, elle est bon, Marjorie, vous en oui, parlerez à enfin, l'échelle de la commune. Marjorie n'a pas eu de gros problèmes ici à Azouan, hein. Puis on se voit souvent. Elle me parle et je lui réponds. Et sans avoir de réunion formelle, elle m'invite à beaucoup de manifestations. Et je me pointe tout quand même, mais on a l'occasion de parler. Qu'est-ce que tu vas faire là sur lotissement? Bon, il y a des trucs en cours, tout ça. Elle m'explique tout ça. Je dis, ouais, c'est bien, tout. Bon, ici, ils n'ont pas trouvé de solution. D'ailleurs, Arnaud Decagny l'a dit, hein, l'usine est vide. Moi, par exemple, parce que l'agglo a racheté ça à 1,2 million, hein. Mhm. Ils se sont bien sortis, les gars, hein. Ouais. Ils n'ont pas payé la construction, hein. Mhm. C'est la chambre de commerce qui a payé. Et là, ils payent un loyer à l'agglo. Ça veut dire que demain, ils ferment la porte, ils s'en vont, terminé, hein. On reste encore avec la friche. Ah ouais. Mais moi, j'ai assisté à la réunion avec le grand patron. C'était Benjamin qui était président. Et on a assisté à la réunion. Il a été tout à fait catégorique. Il a dit, écoutez, nous, on n'a pas de vitrine ici à Azon. On est enclavé, tout ça. Là-bas, on va pouvoir se développer, etc. Voilà. Si vous ne pouvez pas nous donner le terrain, c'est pas grave, on part sur Valenciennes, on a ce qu'il faut. Mais comme ça, texto. Bon, oui, après quoi? Voilà. Il faut baisser la garde. Bon, Michel Le Jacot, donc il y a pas mal de choses qui se sont passées.
vous avez arrêté donc en 2020, mais vous gardez un petit peu la passion, un peu, je sens de l'actualité. Puis les gens vous apprécient parce que vous avez comment dire, cette diction très particulière, très Oui, comme un instituteur. Un peu. je Vous tiens, avez gardé un peu ça, quoi. je tiens ça de mon père aussi. Mhm. Mon père était comme ça, c'était un homme vivant, très apprécié parce qu'il était proche des gens, quoi. Hein. Mhm. Quand je suis retourné à Oran en 2004 et que j'ai été questionné, les voisins du magasin où travaillait mon père, ils m'ont dit: «Ah, vous êtes le fils de monsieur Loujaco. Ah, le bon Dieu, monsieur Loujaco». Je vous assure, ma femme, elle était présente, hein. Mhm. Pas des mensonges que je dis. Parce que c'était un homme qui faisait le bien, hein, voilà, et on avait par exemple, Habib dont je vous parle. Mhm. Les derniers temps, c'était terrible là-bas, hein. Mhm. L'OS allait partout, tout ça. Un jour, il rentre dans le magasin. Mon père s'était replié dans un petit truc, il ne pouvait plus être là-bas en haut, dans la banlieue d'Oran, parce que c'était dangereux. Il rentre: «Vous avez des Arabes ici qui travaillent?» Mon père il dit: «Non, non, il y a personne, ça va, ça va». «Ah bon, attention, hein, ouais». «Non, non, ça va, ça va». Ils sont partis. Quand ils sont partis, il dit: «Habib, viens». Il a mis un chapeau mou, un truc, monte dans la voiture, et il l'a ramené chez lui. Donc, des choses comme ça compte quand même, hein. Mhm. Ça compte, et les gens, c'est pour ça que je vous dis, quand j'ai vu Habib, il m'a sauté au cou, on s'est mis à pleurer tous les 2. Hein. Alors l'Algérie, ça pourrait être une haine qui ressemble à de l'amour. Mhm. C'est ça, hein. Et c'est pas fini l'histoire entre la France et l'Algérie, hein. On va pas effacer 120 ans comme ça. Non, non, non. Il va y avoir. Ça, Alors je souhaite que les choses s'arrangent, mais surtout que les nouvelles générations algériennes prennent le pouvoir et que ça soit une nouvelle ère entre la France et l'Algérie, Mhm. une ère fraternelle, Mhm. hein. Parce qu'il reste encore il y a un pouvoir quand même qui est resté, je dirais, encore dans l'esprit du combat, hein. D'ailleurs, j'en profite que tu me parles de ça pour. Je rends un hommage aussi à mon confrère Christophe Blaise qui est Oui, toujours qui emprisonné est en encore Algérie, détenu là-bas, ouais. qui exerçait simplement son métier de journaliste. Il faisait un reportage sur l'équipe de football là-bas en Kabylie. Ouais. Et il a été arrêté et depuis comme plusieurs mois maintenant, il est emprisonné en Algérie. Donc j'en profite pour inviter Oui, on souhaite à libérer vivement, c'est Christophe ça Blaise. que l'on regrette. Mais moi, connaissant l'Algérie, connaissant aussi la population, le jour où, démocratiquement bien sûr, hein, le pouvoir changera, je crois que les nouvelles générations, Mhm. françaises comme algériennes, qui n'ont pas connu la guerre, il y a eu bien sûr, dans toute guerre, il y a des exactions, des 2 côtés, hein. Bâtiront, je dirais, une nouvelle entente fraternelle, parce qu'on a une histoire commune quand même. Tout à fait. On a une histoire commune avec Là, l'Algérie. les relations semblent se retrouver là. Voilà, on sent que l'État, Oui, il y a eu enfin les deux pays sont en train de se réconcilier. c'est-à-dire que si, Voilà. si on sort le bâton vis-à-vis de gens qui eux aussi ont des bâtons, ça va être la guerre. Forcément, c'est ça. Donc il faut faire un pas. Il faut faire un pas, et moi je souhaite de tout cœur que ce journaliste soit libéré, hein. D'ailleurs, à Lens, on a manifesté pour lui, hein, Tout au à fait. Racing. Eh ben, parfaite transition puisque Je vous ai pas parlé de mes mandats quand même. quel était au ce moment-là? Ah ben, j'ai quand même été député suppléant en 1988, Oh, aux côtés d'Umberto Battiste, ah oui. Quand hein. même. C'est Le quelque deuxième chose. mandat de François Mitterrand. C'est quelque chose, l'Assemblée nationale? C'était quelque chose? Oui, oui, ça me plaît. La dernière fois que je suis allé, j'étais invité par Benjamin, et il m'invite aux questions Gouvernement? du gouvernement. Je suis pas resté jusqu'à la fin. J'entendais les questions, mais pas les réponses, parce qu'il y avait un tel brouhaha. Et bon, du temps de Humberto, j'allais aussi là-bas. Je me rappelle, j'avais fait la connaissance des vins, Mhm. sur la fameuse loi sur Oui. le tabac Oui. et l'alcool. Et puis, non, c'est bien. Quand vous regardez parfois l'Assemblée nationale, est-ce que le spectacle est. Non, c'est lamentable, je trouve. Mhm. Ça doit être un lieu de débat Mhm.
ok, qui peut être parfois vif. Dans l'histoire, il a été vif, des fois, le débat. Mais il y a des limites quand même, hein. Il y a des limites. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Est-ce qu'il y a des groupes politiques qui vous dit bon, quand même, ça va trop loin ou... Bah, je dis que les extrêmes sont pas bons dans notre pays, hein. L'extrême, c'est toujours trop. Quand c'est trop dur, ça amène toujours des conflits. Ouais. Il faut quand même un respect de la démocratie et tout ça. Seulement, si on en arrive là, c'est que peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mhm. Hein. Si demain Bardella est élu, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui vont descendre dans la rue, c'est certain. Oui. Alors, ça sera peut-être pas la joie. Mhm. Mais que voulez-vous? Ça va sortir des urnes. Mhm. C'est arrivé déjà en Italie Mhm. et ailleurs. Alors, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait? Et puis, il y a des choses qui... je sais pas, les Français ne considèrent pas que l'immigration est le premier de leurs soucis, hein, dans les sondages. Hein. Mhm. Pas l'immigration qui est le Non. premier des soucis. Mais c'est quand il y a des événements dramatiques, comme celui de Nice, par exemple, où nos professeurs qui sont égorgés. Ça marque les gens, quoi. Mhm. Vous, en tant que professeur, quand vous avez vu ça, ça vous a... Ah bah c'est terrible, quoi. Ou quand on voit des gosses qui poignardent leurs professeurs maintenant. Ça veut dire que la République il y a eu comment dire? Il y a Une- tout doucement, il y a une dégradation. Mhm. On respecte plus rien. Mhm. On respecte plus rien, on respecte plus rien. Et puis après, c'est... C'est un professeur, enfin, le professeur, c'est la première chose qu'on respecte en plus quand on entre dans la vie en tant que jeune écuyer, etc. Ah, moi, je me souviens, ma professeure qui était ma maman, je salue, c'était ma professeure, j'en menais pas large, quoi. Enfin, je veux dire, même les professeurs que j'ai eu par la suite, je les respectais énormément. Bon, on a des professeurs qui ont été tués à cause de l'idéologie religieuse. Hein. Oui. Il y en a 2. Mais au Pays Basque, il y a un professeur qui a tué sa prof d'espagnol. Mhm. Et c'était pas à cause de la religion. Hein? Mais c'est malheureux, hein, quand on voit ce qui se passe. Des professeurs qui se font agresser de plus en plus. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'école laïque, comment ça s'appelle? Il y a eu le film, là, je suis allé le voir. Celui de la Seine-Maritime qui s'est fait tuer, là, qui avait montré des satires de... Ah, l'abandon, le film de Samuel. L'abandon de ce... Je l'ai vu également, Ouais. tout à fait. Très bon. À l'école, on a le droit de parler du tout. Tout à fait. Hein, parce que, bon, ils ont fait des caricatures du prophète, mais aussi ils ont fait des caricatures du bon Dieu, des curés et tout ça. Bon, De tout le monde. après, C'est le principe de Jarly. Hein. c'est Parfois, c'est choquant, effectivement. Ça, c'est clair. choquant, mais on est dans un passer pays outre. où on a la liberté d'expression. À partir du moment où tout le monde passe à la casserole, c'est l'égalité pour tout le monde. Bon, et puis non, et c'est ça, c'est le problème. Bon, maintenant, on a eu des guerres de religion en France. On a eu à Saint-Barthélemy. Hein. N'oublions pas. Ouais, ouais. Alors peut-être qu'il faudra un siècle encore pour que ces choses-là évoluent. Il faudrait quand même que ça se voit. Hein? En espérant que ça soit quand même rétabli. Enfin, Non, mais chez nous, ça a été un moment comme ça. ouais, c'est ça. L'Église avait une puissance terrible. Ouais. Et puis après, il y a eu la guerre entre protestants et catholiques, et à Saint-Barthélemy. Donc, on a eu aussi dans notre histoire des moments où on n'était pas exemplaire. Mhm. Hein. On a évolué, c'est bien. Et peut-être que ces populations-là évolueront dans le temps. Alors justement, quand on parlait d'intérêt politique là tout à l'heure, imaginons il y a un jeune là qui vous regarde là, qui vous écoute là depuis ces longues minutes et qui souhaite, voilà, quand un jeune veut s'intégrer en politique aujourd'hui, enfin veut s'engager en politique aujourd'hui, quel conseil vous lui donnez? Quelles sont voilà, les choses à éviter, les pièges à éviter? Parce que concrètement, c'est pas évident de s'engager encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, moi, je conseille toujours de s'engager en politique. Ah oui? D'accord. Je conseille. Parce que j'ai été aussi conseiller régional après ma députation, mon suppléance.
j'ai eu l'occasion de travailler avec Michel Delbar, Ok. avec Samuel Daniel Dunkerque. Percheron, Samuel de Dunkerque, Daniel Percheron. intimement. Ouais. Parce que j'étais dans la, président de la j'étais dans la commission transport Mhm. et dans les commissions pêche et agriculture. J'ai travaillé même avec des écologistes là-bas, Mhm. qui étaient des amis et avec qui j'ai bien travaillé. Le maire de Pével, je me rappelle plus exactement son nom, bah, qui a fait rentrer la mine dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mhm. Hein. Bon, le mandat de conseiller régional m'a plu énormément. J'ai fait un travail, je dirais, extrêmement intéressant. Ça m'a permis de aussi parfaire mes connaissances des Hauts-de-France, hein, avec la Côte d'Opale. Mais moi, j'ai dit, nous, on a la Vénois et la Petite Suisse du Nord aussi, hein, là-bas. À Percheron, qui était un grand supporter du Racing. On va en parler juste On a après encore, du on s'est Racing. encore eu il n'y a pas longtemps. Mais concrètement, quand là, le jeune, vous lui dites, n'aie pas peur. Enfin, c'est un peu Alors ça, moi, ou- c'est ce que je dis toujours. Quand j'étais conseiller régional, mon fils, qui est directeur d'école, enfin il est à la retraite maintenant, il venait avec ses élèves pour que je leur parle un peu du conseil régional et tout ça. Et je leur disais aux jeunes de CM2, il ne faut pas avoir peur dans la vie de s'engager dans la politique. Il ne faut pas toujours laisser les autres diriger. Il faut aussi dire ce qu'on pense. Hein. Et bien sûr, être prudent. Avant de s'engager, je crois qu'il faut observer. Hein, ne pas se laisser embringuer comme ça dans un parti sans avoir au préalable analysé ses objectifs par rapport à d'autres, etc. quoi, hein. Une analyse, mais il faut s'engager. En politique, il faut s'engager. Bon, voilà, engagez-vous. Voilà. Engagez-vous. Soyez fort. Alors, Et bon, ensemble avec moi aussi. Hein. alors, on va être fort parce que là, Oui, là, forcément, il faut. là- Parce qu'après, là- je dois là- m'en aller. forcément, je vais vous montrer. J'ai deux petites choses à vous montrer. Bon, d'abord, Ah, donc, voilà. ça vous plaît. Ah, Ça vous plaît. Ah oui, ça. Vous en parliez il y a quelques instants. Ouais, voilà, Ça, c'est ouais. quelque chose qui vous plaît. Voilà, Ça, c'est j'aime ça, voilà. voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me plaît. Pourquoi ce club? Ça me plaît parce que quand je vais à Lens, je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, j'ai dit, Enrico Macias a écrit Les gens du Nord quand il est allé à Lens Oui, tout à fait. faire un gala et tout ça. Dans leur cœur. Et quand il a vu l'ambiance qu'il y avait et l'accueil qu'il a eu des gens du Nord. Hein. Moi, quand je vais à Lens, je crois me retrouver dans mon quartier populaire d'Oran, où j'avais mon équipe de foot, hein, où je jouais, où j'allais soutenir l'équipe Fagnon tous les dimanches avec mon père, on faisait les déplacements et tout ça. Je me retrouve on dirait que je suis chez moi là-bas, à Oran, à Lens. Et pourquoi pas Lille? Je sais pas. Je sais pas. Mais je me réjouis. Je suis pas d'accord sur ce conflit quand il y a le derby. Ouais. Ah, c'est Oui, violent, hein. il peut y avoir, bien sûr, qu'on soit pour son équipe, c'est normal. Oui, oui. Mais quand ça dérive vers la haine, Mhm. on est quand même deux équipes du Nord. Deux équipes en Champions League. On doit être fiers. Ben merde alors. Et Lens a sauvé Lille, hein, n'oubliez pas, Tout à en fait. battant Lyon 4-0. Hein. On n'oublie pas. Mais Quand ils sont bons. il faut arrêter ça. Non, Il faut ça arrêter reste. Il En faut plus, arrêter ça. ça reste des valeurs qui vous plaisent. Ah, moi j'aime beaucoup Lens. Ouais. Ouais. Et alors, mines, il y a un tout ça, problème, et- il y a un ouais. problème aussi historique. Hein, c'est la mine. Mhm. Et je n'oublie pas qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les mineurs qui ont remonté l'économie française Tout à fait. avec le charbon. Des gens qui ont payé de leur vie. Tout à fait. Et ça, quand on chante les corans, Bon, hein, j'ai des larmes qui coulent dans mes yeux de savoir la souffrance qu'il y a eu et ce relais de mémoire qui est repris avec l'équipe de football. Mais c'est formidable. À Lille, on ne voit pas ça. ah, non. Voilà la différence. Et puis, j'ai transmis cet amour de Lens à mon fils et à mon petit-fils. Hein. Qui sont Et alors, qui sont abonnés au club. Ça me fait- ils sont abonnés. 55 000 personnes au Stade de France, 40 000 au Stade Bollard. Pas un incident. Mhm. Pas un incident. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est le. Je dirais comme un de mes collègues, le PSG, c'est la casse, mais Lens, c'est la classe. Ah, ouais. Ah ouais, ben oui. Ah bah ça- alors.
Je ne peux pas, on peut pas, bah, en tout cas, En sachant quand même, en c'est le constat. sachant, en étant un peu modéré, qu'il y a de vrais supporters au PSG aussi, Bien sûr. des bons, Bien et que ceux qui démolissent tout, ce sont des bandits, quoi. Ouais, et sincèrement, Voilà. on le dit Il y a des bons dans la supporters grande au PSG, majorité il y a de- des bons dans supporters. la grande Bah oui, majorité bah des oui. Parisiens, on peut se mettre à leur place, Ouais, soit ouais. content aussi de C'est normal, c'est s'exprimer, normal. dans Puis le on peut être fier aussi. mais au Hein. bout d'un moment, c'est vrai qu'il y en a qui profitent de l'occasion pour casser, et ça, franchement, Ouais, c'est ouais, quand même ouais, assez regrettable. Et malheureusement, ça se passe souvent à Paris. Donc voilà ce sentiment je dirais, cette affinité que j'ai avec Lens, parce qu'il y a une correspondance avec la vie de quartier que j'ai vécue chez moi, et puis cette reconnaissance au niveau du sacrifice économique de cette zone pour la France, avec la mine. Alors, j'ai un petit quelque chose à vous montrer, Ah, le Jaco, pour terminer cet entretien. c'est très bien. Je vais vous montrer quelque chose et je vais vous poser une question juste après. Alors, peut-être que l'émotion va se montrer. Vous êtes prêts que je vous montre quelque chose? Allez-y. Je vais vous montrer une photo. Ah, où l'avez-vous eu cette photo? Pas sûr, je la connais. Vous la montrez. Alors, je l'ai revue récemment, parce que j'ai perdu mon frère, il y a 3 mois. Ok. Il habitait dans le Loiret. Il était mon cadet de 3 ans, 84 il avait. Et c'est Sophie, ma fille, qui est allée donner un coup de main, tout ça, pour vider la maison et tout ça, et ils ont trouvé ces photos. Alors ça, c'est ma femme, vous voyez? C'est moi. On est tout jeune là, hein. Oh, j'avais 18 ans, parce que j'avais mon permis, certainement. Et on est au bord de la plage, là, on est dans un cabanon à Boussefer. Ok. Boussefer est le village natal du général Jouot, qui a fait partie du carteron de généraux du putsch, là. Bon. Ok. Mais lui, il était de là-bas. Là, bon. Et puis, oui, ça fait beaucoup d'émotions aujourd'hui, 65 ans de mariage. Ouais. Ouais, pas Et de ça. quand vous voyez ce visage et celui de votre épouse là, On a de nos saluts. Hein. lorsque vous regardez, parce que vous étiez jeunes tous les deux à l'époque, Qu'est-ce que je me dis? qu'est-ce que vous direz à vous? Qu'est-ce que vous dites à ce jeune homme là qui se trouve là? Et qu'est-ce que vous dites à votre épouse qui se trouve là? Pour le jeune homme, je dirais que de chemin parcouru. Tu n'imaginais pas cela quand tu es né dans cette petite rue de Gênes, hein, un 15 mars 1939. Tu te doutais pas de cela. Et à elle, je lui dirais merci. Merci d'avoir été à mes côtés au moment des moments très difficiles que nous avons connus, mais aussi à mes côtés quand on a eu des joies auxquelles tu as participé grandement. Parce que quand j'ai fait mes campagnes politiques et tout ça, ma femme était toujours derrière moi. Hein, a été toujours. On dit un grand homme n'est rien sans. Ah non, sans quelqu'un à côté, non, non. Et puis, c'est une femme énergique, elle a un tempérament plus. Moi, pour prendre une décision, je compare le plus, le moins, je regarde. Elle, quand elle a une idée, paf, on y va. Hein. Ah ouais, direct et bon. Et ça se complète. Ça se complète. Des fois, moi, je lui dis, attends, réfléchis un peu. Et des fois, elle me dit, il faut que tu prennes une décision quand même. Vous étiez. Alors, où vous l'avez eu la photo? C'est Manon, ça. Ça peut être que Manon. Ça peut être que Manon. Je n'ai rien dit. Bon, pardon. Mais Ça peut être que Manon. Et on l'a eu récemment. Quand mon frère est décédé, ils sont allés vider la maison et tout ça, parce qu'il habitait dans le Loiret. Et alors, ils ont ressorti un tas de photos. Je ne vous dis pas les souvenirs. Hein, bon, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Est-ce que vous pensez que vous laisserez un beau souvenir de vous? je pense, oui. Je pense. Ici, ils ont baptisé l'école à mon nom. Oui, bah j'allais vous en parler justement. Et Ça vous a fait quelque chose? une école qui s'est appelée Charles de Gaulle, comme dans le temps. Hein. Ouais. Ça vous a fait Donc, j'ai succédé à Charles de Gaulle. Ça vous fait quelque chose? Oui, ça me touche, oui, bien sûr. Ça me touche. Tout à fait. Tout à Que fait. des élèves vont
10, j'ai été à l'école Michel Loujaco. Ah C'est oui, quelque chose ah pour bah vous? c'est pour moi une grande fierté quand même. Ah oui, oui, oui. Et, mais j'ai aimé mes élèves. Beaucoup. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je les vois, il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Et dernièrement, on a remis la médaille d'or de la jeunesse et des sports à un de mes anciens élèves, qui n'habite plus par ici. Ses parents habitent là, mais lui, il est parti, il est dans la région parisienne. Et il a chargé d'inviter, ils m'ont invité, ils ont invité bien sûr Marjorie, la mère, et ils ont invité tous les anciens élèves que j'ai eus à l'école. Et quand je suis allé, on s'est retrouvés là. Ah, monsieur le Jaco, hein, vous vous rappelez quand on jouait au football dans la cour, hein? Bah, je jouais au foot avec eux, moi. Je dis, toi, je t'ai entraîné comme gardien. C'est l'ancien garde municipal. C'est fort malade d'ailleurs. Le directeur, il y jouait avec une classe. Il avait la classe de fin d'études. Moi, j'avais un CM1, je crois. Et moi, j'avais une équipe. À la récréation, j'ai des matchs avec. Ouais, non. Et la région, j'y ai des amis. Hein, j'ai Percheron, qui est un grand ami à moi. Ah, quand il m'a ouais, il me fait Larlo Giaco, El Magnifico. Il me dit, tu vois quoi? Et Michel Delbar qui m'a remis l'ordre national du mérite, qui est venu ici à Zor me le remettre. Hein. Ah ouais. Alors, une confidence, il y a 20 ans que je l'ai eu. Hein. Je n'ai jamais su qui c'est qui m'a proposé. Jamais. J'ai contacté les services secrets. Alors, je l'ai eu autant en tant que fonction publique, pas comme élu. L'ordre national du mérite. C'est pas comme maire qui me l'ont donné. C'est comme directeur d'école, quoi. J'ai jamais su. Après, j'ai pensé à Bérégovoy, mais on me l'aurait dit. Enfin, il était mort hein, quand on s'était suicidé. J'ai pensé à Claude Érignac, Mmh. sous-préfet, Ancien sous-préfet de Sorède, ouais. où j'ai eu pas mal de points communs avec lui. Bon, il était de droite un petit peu, il n'était pas objectif, hein, mais c'était un sous-préfet comme ça. Hein. Ouais. Oh, Il a marqué les esprits, hein, ouais. d'ailleurs ici. Je venais du vélo avec lui, moi. Alors, et puis, j'avais des problèmes quand j'ai construit le centre culturel ici à Zon. Mmh. J'avais demandé des subventions à la DAS pour la PMI, pour le local des aînés, tout ça. Il n'y avait rien qui bougeait. Alors, je vais le voir et bien, attends, je passe te chercher tel jour à telle heure. Il vient me chercher à l'école, je suis corps directeur. Il vient au volant de sa DS et tout. Hein. Bon, paf, on est allé là-bas, à la DAS. On voit le directeur, il nous reçoit, monsieur le préfet. Voilà, monsieur Jaco, maire d'Azouan, a déposé des dossiers pour des demandes, et puis il n'y a rien qui bouge, tout ça. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Alors il dit, il va chercher les trucs, pop, pop, pop. Pas d'inquiétude, ça va. Puis j'ai eu mes subventions, j'ai eu tout. Alors que j'étais député suppléant avec Baptiste, et Baptiste, il n'avait pas réussi à faire quoi que ce soit. Donc Vous l'avez connu, Baptiste? Oui, bien sûr, bah, sacré personnage, hein, Ah, sacré personnage. sacré orateur aussi. Ah oui. C'est un exemple aussi pour certains Mais élus. pas assez rigoureux. Ah. Pas assez rigoureux. Il a perdu sa mairie, bon, bah, c'était du tout cuit qu'il allait perdre. Hein. Il n'était pas près des gens. Quoi. Puis il avait beaucoup de mandats, et puis bon, voilà, parole toujours, le discours, le machin, et puis voilà, et puis après, boum. Bon, en tout cas, vous avez toujours voulu rester ici, dans l'Avesnois. Ça a été votre terre d'accueil, mais en même temps, c'est votre terre, Ah oui, oui, bon, pour terre moi, oui. naturelle. D'ailleurs, il m'arrive souvent de bugger, de dire Oran pour Azvan, ou l'inverse, dire Azvan D'accord. pour Oran. Ah, ça m'arrive. Ah, ça vous arrive? Ça m'arrive. D'accord. Je suis arrivé jusque-là. Hein. Bah, et ça fait quand même plus de 60 ans que je suis ici. Hein. Ça compte. En Algérie, j'ai vécu que 23 ans. Mais les souvenirs qu'on acquiert dans la jeunesse sont plus forts et restent plus ancrés dans l'esprit. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas. Donc, vous la gardez, la photo? Ah, bah non, bah, comme vous voulez. Non, mais ça va toucher ma femme. C'est vrai. Je vais lui dire, ouais. C'est vrai. Bon, voilà. Bah, écoutez, Ben, c'est bien. ça a été un plaisir de découvrir ça parce que c'est pour l'idée un peu de cette rencontre, c'était de montrer qu'on pouvait, à travers
une histoire difficile, une jeunesse. Oh, Attends une minute. c'est Yoda. Voilà, Yoda. vous avez Attends une minute. le petit Tu vas me Yoda. sortir C'est un après. petit chien qui veut sortir. Le petit Ouais, il chien. va sortir. Pourtant, je l'ai caressé, hein, il est venu. Hop. Ah non, mais il n'est pas méchant. En plus, il est très Et si vous venez dans 2-3 jours, il vous reconnaît. C'est vrai. Ah Ah ouais, bah, c'est gentil. En tout cas, Michel Lojaco, je vous remercie infiniment d'avoir échangé ensemble sur toute cette actualité qui vous a animé pendant toute votre carrière de politique, mais aussi votre vie personnelle, hein. Voilà, c'est vrai que vous avez vécu beaucoup de choses. C'est important aussi de parler de tout ce parcours parce que il reflète aussi une autre France, en fait. Enfin, la France Que l'on aime. qui est dans l'échange et qui est aussi dans l'accueil, dans l'intégration. Et c'est comme ça que la France s'est fait connaître aussi de manière positive. Et ça, c'est le plus important. C'est le message qu'on adresse aussi aujourd'hui. C'est voilà, la France, c'est la France. Et la France, c'est la mixité. Et la France, c'est l'accueil. Et la laïcité. Et la laïcité à bientôt. Merci Michel Lojaco, merci infiniment. Je montre justement la petite photo qui a ému Michel Oui. Lojaco. Voilà. C'est celle-ci, vous la voyez, mais je l'aurais mis en plein écran évidemment. Une très très belle photo. Merci aussi à vous de m'avoir permis d'évoquer tous ces souvenirs. Avec Ça a plaisir. été pour moi, je dirais, un plaisir. En évoquant tous ces souvenirs, je les ai vécus une autre fois avec Oui, vous. j'ai l'impression que vous reviviez les choses. Voilà. Et n'oubliez pas, chers amis, de soutenir le Racing Club de Lens. C'est ça, c'est ça. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Voilà. Et à très bientôt sur Sandro Meno TV. Voilà. Dans Donc, d'autres interviews. très bien. Merci Maintenant, il beaucoup. faudra Michel me donner les coordonnées pour que je m'y aille. Lojaco. Avec plaisir. Je vous mettrai tout ça. Merci Voilà. beaucoup, Michel Lojaco. À On va bientôt. finir l'ouvert.